je vis dans les langues depuis la petite enfance. J'ai toujours importuné mes chers parents, que je continue de pleurer, de regretter tellement ils étaient merveilleux, et ils ont toujours accepté mes folies. Petite parenthèse quand même, vous ne m'interrogez pas là-dessus, mais je le dis, ça peut être dit. À un moment donné, vous voyez, je suis musicien, je suis violoniste, je fais la musique de chambre encore maintenant, qui est une place importante dans ma vie. À un moment donné, j'ai eu à choisir entre une carrière de musicien, je n'aurais pas été linguiste professionnel, une carrière de linguiste, ou une carrière en tout cas de quelqu'un qui étudie, je vais passer par l'ambassu, par l'agrégation, ce n'était pas encore les langues, mais ça devait le devenir bientôt. C'était les langues anciennes, le latin et le grec ancien. Et ma mère m'a emmené au conservatoire de Paris parce que je faisais beaucoup de violon. Et on fait passer un petit examen, on m'a dit bon, on le prend. Et le directeur a demandé à ma mère, donc vous l'avez inscrit avec nous, c'est très bien, je suppose qu'il ne fait pas d'autres études. Ma mère a dit timidement, mais si, il était quand même inscrit en Hippocagne pour faire une préparation de la revue, de normal sup. Et le directeur a dit, ah, c'est totalement impossible, c'est madame, c'est ou l'un ou l'autre. Donc ça a été la journée où j'ai le plus pleuré de ma vie, j'avais 16 ans. J'ai compris qu'à ce moment-là, ma carrière serait définitivement pas celle d'un musicien, et je suis devenu ce que je suis, c'est-à-dire un musicien amateur, et non pas professionnel. Mais la musique avait déjà, et a toujours, une très grande place dans ma vie. Bon, alors, le nombre de langues que je parle, j'en sais rien, mais j'ai toujours vécu dans l'amour des langues, et notamment dans la musique, ce n'est pas sans lien, naturellement, le lien. Tout à l'heure, je vous parlais en chinois pour dire Kong Fu Tse Xue Yuan, Kong Fu Tse Xue Yuan. Et pour dire Institut Confucius, le chinois est une langue à ton, c'est-à-dire une langue dans laquelle la musique était utilisée de façon très claire. Toute l'Afrique est le domaine des langues à ton. Beaucoup de langues amérindiennes sont langues à ton. Le japonais n'est pas une langue à ton. C'est Watashi wa Nihongo hanashimasu. Le chinois est à ton, comme d'autres langues, comme toute l'Asie du Sud-Est, le thaï est à ton, le vietnamien est à ton, le birman, etc. Pas le khmer. Bon, alors donc, il y a un rapport entre l'amour de la musique et l'amour des langues, en tout cas de celles d'entre elles qui utilisent la musique pour distinguer des tons qui vont changer le sens des mots. Et les langues que j'ai toujours cultivées depuis mon enfance, c'est l'italien qui était extrêmement présent en Tunisie où je suis né, et donc c'est quasiment une langue maternelle. Le français, comme vous le voyez en entendant, j'ai une pratique plutôt écrite qu'orale. Mes amis me disent que mon écrit ressemble à l'oral. Je n'ai jamais eu du français un maniement véritablement familier. Ça reste une langue de culture pour moi, tout en étant une de mes langues maternelles. L'italien l'est plus. L'arabe aussi, sous ses deux formes, littéraires et tunisien, sont des langues que je peux considérer comme maternelles, que j'ai pendant très très longtemps cultivé, je continue de cultiver. Quand je vais en Tunisie ou dans d'autres pays arabes, je fais mes exposés en arabe classique bien sûr, parce que l'arabe dialectal n'est quand même différent d'un pays à l'autre, et je me sers de l'arabe littéraire qui est un peu l'arabe coranique modernisé, le même d'un bout à l'autre du monde arabophone, comme vous savez. Bon. Et donc ce qu'on appelle une diglossie dans le monde arabe, dialecte et langue. Bon. Et puis dialecte, donc dans la définition, j'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas été élevés au statut de langue, comme l'arabe classique. Bon, d'autre part, il y avait en Tunisie, dans mon enfance, une communauté de Russes, et très très tôt, j'ai appris cette langue, qui est à mes yeux une des plus belles du monde. Mon amour des langues a quand même quelques choix. Je trouve que le russe est une des plus belles langues du monde. J'ajoute, sans offenser personne, que l'anglais à mon oreille est une langue très laide. Et toutes les fois que les étudiants me disent « Mais enfin, comment tu peux dire ça ?» Je ne sais pas, comme c'est joli, je leur réponds « Écoute, tu trouves l'anglais beau parce que tu n'entends que ça. Si ton oreille était soumise à un peu de différenciation, que tu aurais des critères de comparaison, tu n'entends que ça. » Évidemment, entends du russe, entends du hongrois. Le hongrois aussi, c'est une langue que j'aime beaucoup et qui est très belle à mon oreille. L'arabe est une très belle langue, l'espagnol est une très belle langue. Le chinois n'est pas une très belle langue à mon oreille. Le japonais est plus joli. Le serbo-croate est une très belle langue, pas autant que le russe, mais comme langue slave. Mais bon. Dans des congrès de linguistes, jamais nous ne parlons pas de la beauté des langues. Parce que ce n'est pas un concept scientifique. Je n'en parle ici que sous une forme donc, médiatique ou dans le privé, à des amis. Mais l'anglais me paraît laid parce que ces diphtongues, ces très nombreuses infections différentes donnent une impression générale de flou qui ne me plaît pas trop. Le français est à mon oreille une assez belle langue. Et le russe est une des plus belles langues du monde, ainsi que le hongrois. Ce sont des langues qui ont une extraordinaire richesse vocalique et consonantique, que n'a pas l'anglais. L'anglais a une grande richesse vocalique, mais pas consonantique. Le français se situera entre les deux. Les voyelles nasales, en général, ne sont pas à mon oreille, parce que les langues ont le plus beau. Le portugais a le veille nasale, tous les noms seraient en ON, qui seraient qui ont différentes formes, dans les langues romanes, constitution en on en français, constituzione en italien, constituzione en espagnol, constitutie en roumain, c'est constitution, comme tous les mots, révolution en portugais, n'est pas très joli à mon oreille. Ce sont donc des voyelles nasales. Le polonais a aussi des voyelles nasales. Le polonais à mon oreille n'est pas une très belle langue. Le danois, qui n'a pas de voyelles nasales, n'est pas une très jolie langue non plus à mon oreille, comme le portugais.
Les autres langues scandinaves, singulièrement le suédois, sont de jolies langues. Bon, donc c'est un critère totalement subjectif. Le Peul, que les gens ne connaissent pas, ne citent pas, le Khmer, la langue du Cambodge, le japonais, à certains égards, pour ne pas citer d'autres langues, le Peul et le Hausa, pour citer des langues africaines, sont de jolies langues. L'allemand, aussi une très belle langue, l'espagnol, l'italien, des langues de prédilection. Mais sinon, quand on m'interroge sur le nombre des langues que je parle, je ne réponds pas, mais tout ce que je peux dire, c'est ceci, qui est une réponse peut-être un peu plus nuancée. Il y a les langues que je cite dans mes travaux, c'est plusieurs centaines. J'ai ici, vous le voyez ici même, il suffit de vous tenir la tête, ce n'est qu'une partie de la bibliothèque, le reste est un macabre dans d'autres appartements. Ici, j'ai des milliers de dictionnaires et de grammaire des langues du monde entier. Bon, je passe ma vie dedans. Par conséquent, évidemment, que j'ai un contact avec beaucoup de langues. Mais je ne parle pas ces langues, évidemment. Les langues que je cite ne sont pas des langues que je parle. Un degré en dessous, il y a les langues dans lesquelles je peux faire des conférences, moyennant préparation, parce que où je les ai étudiées puis j'ai oublié, je n'ai qu'une mémoire humaine, sujette évidemment à des lacunes, à des oublis, et les langues donc, que je peux utiliser pour des exposés publics sont une quarantaine ou une cinquantaine, disons, moyennant tout de même un travail de révision. Et puis il y a les langues que je cite parce que je connais leur morphologie, leur syntaxe, mais que je ne parle pas, ou que je parle un peu mais mal, mais dont je connais les caractéristiques principales, et ce sont, comme je l'ai dit, plusieurs centaines, et même quelquefois ça va au-delà de la centaine. Bon. Si on va en dessous, à la dernière étape, les langues que je parle sans dictionnaire, dans lesquelles je peux m'exprimer, en hésitant relativement peu, il y en a une dizaine au maximum. Donc voilà ma réponse. Les langues que je peux écrire et lire sont une vingtaine ou une trentaine, mais ce ne sont pas pour autant des langues que je peux parler. Donc, dans les langues dont je viens de vous dire que ce sont des langues que je peux parler sans me reporter à des instruments de consultation de grammaire ou dictionnaire, n'inclut pas, évidemment, ça je le dis quelquefois aux journalistes, n'inclut pas des langues dont la connaissance me paraît être élémentaire pour n'importe quel Européen cultivé. Donc, quand je parle des langues, la dizaine, où je me débrouille à peu près, je n'inclus pas l'espagnol, ni l'allemand, ni l'italien, parce qu'il me semble que ces langues, n'importe qui doit les connaître. Ce sont des langues qui font partie du lot culturel commun de l'Europe. Donc, elles ne font pas partie de ces 10 parce que leur connaissance, pour moi, devrait aller de soi. On va me détester, on me trouve très arrogant de dire ça, mais c'est parce que je vis dans l'amour des langues, évidemment, pour moi, il y a cette situation de rapport de passion aux langues. У меня огромная страсть, vous voyez en quelle langue je parle, ко всем языкам, в особенности к русскому языку. Я не знаю, по какой причине, но я думаю, я чувствую, что речь идет о великолепном языке. J'ai une immense passion pour toutes les langues, et en particulier pour le russe. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je pense, je ressens qu'il s'agit là d'une langue extrêmement belle. Voilà ce que je viens de dire en russe.